Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Il va falloir que cette voiture soit conforme. Vous voyez l'automobile derrière moi? On va pas s'engueuler pour une bagnole. Eh bien, elle est absolument impeccable. Nous avons les béquilles, ce qu'on appelle les béquilles. L'auto, monsieur Fernand, l'auto. Eh bien, avec ça, vous êtes sur une autre galaxie. Ah ouais. Ça pousse. Bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France. Comme chaque jeudi, on parle automobile. Vous savez que Sud Radio adore l'automobile. Et au sommaire de cette émission, 17 milliards d'investissements pour l'électrification pour Jaguar Land Rover. L'année 2023 et la suivante s'annoncent savoureuses pour la maison Jaguar avec la Jaguar F-Type. Descendante, vous la connaissez peut-être, de la mythique Jaguar Type E. Une nouvelle version qui signe également la fin des moteurs thermiques chez Jaguar. Le tout électrique annoncé pour 2025, c'est l'occasion de revenir sur cette grande saga avec Laurent Le Tourneur qui sera avec nous dans quelques instants, directeur marketing de Jaguar Land Rover France. Le rétrofit rentre dans une phase d'accélération. Tous les voyants sont ouverts et d'importantes barrières en train d'être levées. La filière du rétrofit surfe sur l'instauration des zones à faible émission et l'appui du gouvernement à travers un plan dédié pour passer à la vitesse supérieure et massifier la transformation des véhicules thermiques en électrique. L'explication complète avec Stéphane Vimès, coprésident du métier rétrofit de Mobiliance. Et puis les 24 heures du Mans, mythique, historique, on en parlera aussi avec Jaguar à l'occasion de la sortie du livre 24 heures et malheurs du Mans aux éditions du Rocher. Bob Garcia reviendra sur les grandes dates de cette course mythique qui se déroulera, si vous ne savez peut-être pas, dès le 10 et le 11 juin prochain, et c'est bien entendu au Mans. Et une location avec option d'achat solidaire à l'initiative de ma co-animatrice Cécile de Ménibus. Les foyers monoparentaux vont pouvoir bénéficier d'avantages inédits en matière de mobilité. La voiture est le deuxième poste le plus important de dépenses du foyer. Il fallait trouver des offres dédiées en matière de sécurité routière, pouvoir d'achat, environnement et surtout solidarité. On en parlera avec les partenaires solidaires de cette grande opération de BNP Paribas Personal Finance. Nous aurons Christophe Cyril du groupe 1807 et Jérôme Loubert de Flexfuel Développement. On vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix qui font rouler la France jusqu'à 20h. Les vraies voix Sud Radio. S'il y a bien un mot qui compte aujourd'hui chez nos amis de chez Jaguar, c'est l'électrification à tout prix et avec de nouveaux modèles. Visiblement, nos amis de chez Jaguar veulent surprendre. Laurent Le Tourneur, merci d'être avec nous, directeur marketing de Jaguar Land Rover France. La marque s'est faite très discrète en 2022 et 2023 avec juste un moteur hybride qui est arrivé. Mais l'avenir, à partir de 2025, c'est l'électrification. Oui, tout à fait. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Effectivement, nous avons annoncé il y a de cela en 2021, lors de la présentation du plan Reimagine, une nouvelle orientation stratégique de la marque Jaguar avec le passage au tout électrique en 2025. Donc une révolution au niveau de la marque, et nous préparons activement la mise en place de ces nouveaux modèles à partir donc dans 2 ans. Dans 2 ans déjà. 2 ans déjà, oui. Pourquoi avoir attendu? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 ans? Est-ce que ça veut dire qu'on réfléchit à l'avenir, on repense la maison Jaguar en disant qu'est-ce qu'on va faire? Parce que vous avez été très discret, vous avez travaillé, vous avez donné une autre direction à la marque? Oui, alors tout à fait. Alors, on a aussi travaillé sur les modèles actuels, puisqu'on a eu quand même de belles évolutions au niveau stylistique, aussi au niveau des motorisations dont vous parliez avec le PHEV. On a parlé aussi de l'éthanol sur votre antenne il n'y a pas si longtemps que ça. Et vous êtes un des rares constructeurs à faire de l'éthanol en série. Tout à fait, toujours. Aujourd'hui, quand on prend le véhicule, le Pace, c'est que 50% de nos ventes. Donc c'est une solution, une énergie alternative. 50% des ventes e-Pace, c'est des éthanols. Tout à fait, tout à fait. Donc des nouvelles, on a quand même beaucoup investi sur la gamme actuelle. Maintenant, vous savez tous qu'il y a des contraintes environnementales, il y a des pressions aussi des instances publiques pour faire évoluer un petit peu l'éco-responsabilité des constructeurs, et donc nous avons pris la décision de relancer la marque Jaguar en passant au tout électrique. Justement, on va prendre votre gamme. Aujourd'hui, quand on voit la gamme, elle est très axée SUV avec les E-Pace ou E-Pace, je sais pas comment vous dites, F-Pace et E ou I-Pace, parce qu'entre le et le I, entre le français et l'anglais, c'est un peu compliqué. Est-ce que c'est pas devenu finalement, alors que l'époque Jaguar, c'était surtout les coupés dans les années 60-70, la marque de fabrique de Jaguar, nouvelle mouture, on va dire ça comme ça? Alors, vous avez raison, c'est vrai que on va dire que la marque Jaguar incarne de fortes valeurs. Oui. Historiquement, c'est une marque qui incarne l'élégance, qui incarne le savoir-faire. Nous avons lancé des véhicules mythiques. Vous en parliez en introduction. La Type E en 1961 a révolutionné le monde de l'automobile. Et donc, par rapport à tous ces différents enjeux, on a décidé de revenir peut-être à nos valeurs. On a perdu un petit peu de charisme. On a perdu peut-être notre identité à vouloir essayer d'attirer de nouveaux clients. Et on a pris cette décision stratégique dans le plan
plan Reimagine de se dire, voilà, revenons à nos valeurs. Qu'est-ce qu'incarne la marque Jaguar? Et le Jaguar, c'est le luxe. Et donc c'est pour ça que nous avons lancé ce nouveau plan d'électrification avec le lancement 2025 de la première nouvelle Jaguar, nouvelle mouture, 100% électrique, une 4 portes GT. Oui. C'est ça, avec aussi ce qu'on appelle forcément, vous voulez absolument rester sur une question d'autonomie aussi, ce qui est important de dire, plus l'autonomie est grande, plus c'est facile pour les utilisateurs. Vous ciblez 700 km d'autonomie? Tout à fait, 700 km d'autonomie. Après, vous savez, l'évolution des technologies va venir très grandissante. Vous allez avoir de grandes orientations stratégiques qui vont être prises par beaucoup de constructeurs. Des progrès vont être faits aussi au niveau de l'électrification, au niveau de l'autonomie, au niveau des capacités de recharge, au niveau du temps de recharge. De la durée de vie des batteries? La durée de vie aussi des batteries, qui sont garanties plus de 8 ans chez Jaguar, parce que Jaguar, on parle de l'électrification comme si c'était une nouveauté, mais il faut rappeler que depuis 2018, nous avons lancé le I-Pace. Oui. Le I-Pace, le véhicule 100% électrique qui a reçu tous les prix en 2018, plus belle voiture de l'année, et on continue. Donc voilà, l'électrification, c'est pas nouveau pour nous. On a été quand même assez pionniers dans ce domaine-là. Mais les véhicules thermiques, qu'est-ce qu'ils vont devenir les véhicules thermiques restants? Est-ce qu'il y a une politique de recyclage des voitures? Comment ça va se passer? Les véhicules thermiques, vous savez, le parc à 95% aujourd'hui il est thermique, donc l'électrification va pas se faire du jour au lendemain. Il y aura toujours un marché des véhicules d'occasion. La transition va se faire petit à petit. On regarde aujourd'hui les statistiques de vente. On voit quand même une forte évolution. On est aujourd'hui à 25% du marché qui se fait en électrique ou en plug-in hybride. Oui. Donc voilà, la marche, et ça y est, on est lancé dans cette électrification. Ça va se faire étape par étape, mais vous imaginez, vu la taille du parc, ça va prendre des années ça va prendre un petit peu avant de lancer cette électrification. Et de toute façon, on n'a pas le choix. On peut pas le faire du jour au lendemain, c'est pas possible. On n'a pas les infrastructures aujourd'hui qui nous permettent de le faire dans ce sens. On parle beaucoup de motorisation forcément, mais on parle aussi de produits ou de matériaux éco-responsables, et ça aussi c'est dans l'ADN de la marque. Ah oui, c'est très 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 important. On a annoncé un plan zéro émission de CO2 en 2039. Donc 2039 très paraît ambitieux, loin, mais c'est demain. Et quand je parle zéro émission de CO2, c'est pas uniquement nos véhicules, c'est la chaîne de production, c'est tout l'environnement qu'il peut y avoir, la supply chain qu'il peut y avoir au niveau de l'automobile, nos concessionnaires. Donc, et faire en sorte que pour le groupe Jaguar Land Rover, nous soyons un groupe qui émet zéro émission de CO2 à l'horizon 2039. Il y a aussi un anniversaire chez Jaguar en ce moment, c'est l'anniversaire du programme, je vais le dire en anglais, Open Innovation, l'innovation ouverte, on va traduire ça comme ça, avec des start-up. Est-ce que ça fait partie vraiment du nouveau Jaguar? Travailler beaucoup avec des start-up, surtout de la Silicon Valley, j'ai vu en Israël notamment. Tout à fait, c'est exactement ça. Alors vous savez, Jaguar, on parlait d'élégance, mais Jaguar rime aussi avec innovation. Saviez-vous que Jaguar était la première marque à introduire les freins à disque? Absolument. 24 heures du Mans. 24 heures du Mans. 53 ou un truc comme ça. 53, après nos 5 victoires au Mans, nous avons en fait des innovations technologiques, et encore une fois, l'idée de relancer la marque Jaguar, c'est l'électrification, mais c'est l'innovation. Et pour innover, on a besoin de s'accompagner des leaders sur le marché, des gens, des startups qui vivent, qui anticipent ce que vont être les besoins des clients de demain. Et donc, on a besoin d'avoir cette association pour pouvoir aller encore plus loin et démontrer le caractère innovatif que peut représenter la marque Jaguar. Est-ce que vous réfléchissez, vous, comme certains constructeurs, à la voiture autonome? On travaille dessus, bien évidemment. Ah oui. Il y a déjà des véhicules, des prototypes qui sont en circulation. On parle aussi des véhicules hydrogènes. Donc, il n'y a pas uniquement que l'électrification. Il y a différentes sources. L'automobile est en train de changer radicalement. On a une transformation. L'automobile, c'est aussi un moyen, une passion, notamment au niveau de la France. Les Français adorent l'automobile. Et donc, on va jouer notre rôle dans le développement de cette passion, perdurer cette passion du produit automobile avec des nouvelles innovations et avec une nouvelle électrification de nos gammes. On parlait des 24 heures du Mans, on en parlera un peu plus tard avec un livre. Jaguar, c'est une marque qui a gagné les 24 heures du Mans plusieurs fois. C'est une marque connue. Participation, surtout. Absolument, qui est connue sur les 5 continents. L'image de Jaguar, et Jaguar, on en est où aujourd'hui dans le monde? Parce que Jaguar était anglais, il est maintenant indien, il appartient à Tata, le groupe, le consortium indien Tata. Dans le monde, en France, Jaguar, on en est où? Alors, oui, vous l'avez dit, notre actionnaire est donc le groupe Tata, le conglomérat Tata, mais nous gardons vraiment nos racines anglaises. Nous sommes une entreprise basée dans les Midlands, le cœur de l'industrie automobile en Angleterre, et ça, c'est vraiment important. En ce qui concerne les ventes, on a vendu un peu plus de 1000 voitures l'année dernière, donc sur un marché de 1 600
800 000 unités, c'est Epsilon. Ça s'est un peu tassé. Ça s'est tassé. Oui, ça s'est tassé. On a eu une grande période, justement, vous parliez de l'évolution avec le lancement des SUV. On est monté jusqu'à 4500 immatriculations en France. Comment on l'explique, pardon, je vous coupe, mais comment on explique finalement ce tassement alors qu'on a l'impression qu'il y a un socle très solide avec Jaguar? Après, c'est l'évolution du cycle produit. C'est ça. Vous savez, les clients recherchent toujours des nouveautés. On a un cycle de vie produit qui est environ de 7-8 ans. Donc on a essayé au fur et à mesure de rendre les voitures les plus contemporaines possibles. Maintenant, c'est comme tout. Il faut être. Le marché va très vite. Donc on a besoin de continuer à se développer. Après, c'est ce que je vous disais aussi par rapport aux racines de la marque. Quand on pense Jaguar, on pensait à ces véhicules très haut de gamme et on s'est peut-être un petit peu dilué dans cette stratégie. Donc, avec une cliente très exigeante. Une extrêmement exigeante, extrêmement fidèle aussi, oui, c'est une force. L'idée c'est si on prend Jaguar il y a quelques 15 ou 20 ans, on avait l'XK, on avait l'XJ, on avait des voitures vraiment emblématiques. Là on a annoncé les prochains véhicules Jaguar seront minimum à 100 000 livres sterling. Oui, 115 000 euros à peu près. C'est vraiment positionner les véhicules à un niveau très très haut. Votre directeur de style a dit cette phrase, il s'appelle Gary McGovern, et qui a dit dans les nouvelles Jaguar qui vont faire leur apparition, elles devront laisser bouche bée. C'est-à-dire que c'est l'effet waouh ou rien du tout en fait. C'est cela. Il parle d'un style exubérant, très british. Copy of nothing. Donc voilà, une voiture de rien pour les non-anglophones. Voilà, une voiture qui ne ressemblerait à rien. Et en gros, c'est un peu l'histoire de la marque. Quand la Type E était lancée en 1961, présentée au salon de Genève, cette voiture est sortie de nulle part. Elle a été désignée depuis plus belle voiture du siècle. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est la voiture avec l'avant très allongé, quoi. Donc c'est vrai que c'était atypique, totalement. C'était une nouveauté. L'XJ R qui a gagné aussi Le Mans en 88, c'était aussi des voitures l'XJS vraiment très très emblématiques. Et donc l'idée, le cahier des charges pour le renouveau de la marque Jaguar, effectivement, c'est exactement ce que vous disiez. C'est une voiture qui ressemble à nulle autre. C'est risqué ou pas? Bien sûr. Oui. Mais c'est Jaguar. Oui. Au bout d'un moment, il faut aussi prendre des risques dans la vie. On a une base clientèle qui est très forte. On a des stylistes, des designers qui ont vraiment un beau coup de crayon. Vraiment le design des Jaguars ou même on parlait aussi des Land Rover. Ça a quand même une belle signature. Donc j'ai extrêmement confiance dans leur capacité en termes de design de faire un produit, de faire vraiment un produit qui va changer la donne. Voilà. Alors ma question est de dire, est-ce qu'on va quand même retrouver les codes de Jaguar ou c'est très 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 différent, c'est-à-dire qu'on part dans un autre univers? Je vous laisse. Ça sera l'occasion de pouvoir me réinviter. On en parlera un petit peu plus en détail. Mais en tout cas, le style sera exubérant, je vous le promets. On a parlé des SUV qui sont un peu la marque de fabrique de Jaguar. Aujourd'hui, vous avez deux modèles en berline et break, les XE et les XF. Aujourd'hui, la berline et le break, c'est peut-être pas les modèles qui ont le plus le vent en poupe. Quelle est la clientèle aujourd'hui pour les berlines et les breaks? C'est plutôt des gens de plus de 60 ans? C'est quoi le profil client? Il y en a de moins en moins déjà. Oui. Puisque le marché français... Justement, je me pose la question du Le profil. marché français, c'est vraiment, on va dire, SUVisé. Oui. C'est vraiment des SUV. Pourquoi? Parce que c'est un plaisir aussi de conduite, cette position haute, cette capacité de chargement. Mais voilà, il y a une clientèle qui est aussi plus traditionnelle, qui veut continuer à rouler en berline. Donc on se doit, dans notre portefeuille de produits, de continuer à proposer la XE et la XF. Sur le second marché, est-ce que Jaguar finalement c'est une voiture qui se garde, que l'on garde et qu'on laisse vieillir comme un bon vin dans son garage en disant un jour elle prendra de la valeur, ou alors que finalement sur le second marché ça marche plutôt très bien sur la revente? L'évolution, la revente marche, comme vous le dites à juste titre, marche très très bien. Il y a vraiment des clients qui souhaitent accéder à la marque Jaguar par le biais du véhicule d'occasion. Mais il y a deux typologies de clients. Il y a vraiment les clients qui ont un cycle de renouvellement de 3 ans, 4 ans, ce qui correspond à la moyenne nationale. Et puis il y a les collectionneurs, ils ont acheté leur Jaguar, ils veulent la garder, c'est leur bijou, c'est leur bébé, ils la bichonnent et on a besoin d'avoir ce type de clientèle aussi. Je vais vous poser une question fantasmatique. Il y a la Type F. Est-ce qu'un jour, comme il y a eu la New Beetle, on pourra avoir la New Type E? Parce que ça, ce serait vraiment magnifique, mais exactement avec les mêmes formes. Non. Vous dodelinez. Écoutez, je vais donner l'information. C'est un nom. Une information, tais-toi. Il faut toujours garder, ancrer le style, ancrer les orientations de design par rapport à son passé.
Donc il y aura toujours quelques bribes de design dans les nouveaux produits. Mais là, encore une fois, l'idée, c'est de repartir sur une page blanche, de repartir sur un nouveau style, un style que vous n'avez jamais vu. Ah bah écoutez, on a hâte de voir ça. En tout cas, on espère que vous viendrez nous le dire en primeur. Mais il a déjà pris rendez-vous. J'espère bien. Vous pouvez pas lever la main à droite et dire je le jure, mais bon, en tout cas, on fera comme si. Merci beaucoup, Laurent Le Tourneur, d'avoir été avec nous, directeur marketing de Jaguar Land Rover France. Dans un instant, on va vous parler de rétrofit, parce que c'est aussi une vraie tendance. Il y a un grand plan gouvernement à ce sujet-là. On en parle, on fait une petite pause et on revient. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. On est ensemble avec Philippe David dans cette belle émission Les vraies voix qui font rouler la France. On parle d'automobile. Alors là, on était avec Jaguar, mais on parle de plein de choses du quotidien et de l'automobile qui vous concerne. Et là, il y a un nouveau système. Ça s'appelle le rétrofit. On va vous en parler tout de suite et c'est en phase d'accélération. Le gouvernement apporte des aides. Et bien justement, parlons-en avec notre ami Stéphane Ouimès qui est avec nous. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes coprésident du métier rétrofit de Mobiliance. Tout à fait. Voilà. Bonsoir à toutes. Rappelez-nous, alors pour ceux qui nous écoutent, parce que c'est un procédé un peu particulier, rappelez-nous ce qu'est le rétrofit. Oui, tout à fait. En fait, le rétrofit, c'est la conversion d'un véhicule thermique en électrique à batterie ou à pile à combustible. Je détaille parce que c'est un arrêté qui a été pris en mars 2020 et qui a fait évoluer la réglementation, puisque avant cette époque, avant le printemps 2020, il était impossible de faire ce type de transformation. Donc c'était une vraie avancée que de pouvoir transformer des véhicules du parc existant. Alors, toutes les voitures ? N'importe quelle voiture ? Alors ça va du 2 roues jusqu'au poids lourd, en passant par les VP, les VU. Il faut qu'ils aient plus de 5 ans. L'ambition de ce texte, c'est de s'attaquer au parc roulant existant, parce que on voit bien, on a des véhicules neufs aujourd'hui qui arrivent avec des niveaux d'émissions très faibles, mais on a quand même un sujet, c'est qu'on a 40 millions de voitures en parc, et à moins d'1,6 million, 1,7 million de véhicules neufs vendus par an, il va falloir 20, 30, 40 ans pour décarboner le parc. Donc le rétrofit est une solution complémentaire du véhicule neuf pour abaisser le niveau d'émissions du parc. Alors Stéphane Dimez, il y a désormais l'intégration au sein de Mobiliance de R, l'association des acteurs de rétrofit. Alors déjà, qu'est-ce que R et qu'est-ce que ça va changer ? Alors, R, c'était l'association qui a travaillé à l'époque avec la DGEC pour créer le texte. On a aujourd'hui, après 3 ans, on a besoin de prendre un nouvel élan. On a vécu évidemment un contexte économique qui n'a pas favorisé le développement de la filière. Et on compte beaucoup sur Mobiliance pour plusieurs choses. La première, c'est Mobiliance représente tout l'aval de la filière automobile, notamment les réseaux d'entretien réparateurs. Et dans le métier du rétrofit, il y a deux grandes familles. Il y a les concepteurs des kits, ceux qui les homologuent, et puis il y a les installateurs. Si on veut faire quelque chose de massif, il faut qu'on ait un réseau d'installateurs, et je dirais les membres de Mobiliance sont autant d'installateurs potentiels pour le rétrofit. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que Mobiliance, c'est toute la partie formation, la NFA, GNFA. Et il y a évidemment un sujet de formation pour ces installateurs, pour les habitations électriques, qui sachent comment on démonte et on remonte une chaîne de traction électrique dans un véhicule existant. Donc voilà, sur ces 2 thèmes-là, Mobiliance était la mariée idéale, si vous passez l'expression. Donc c'est pour ça qu'on a rejoint les équipes de Mobiliance. Alors, il y a une chose intéressante, vous l'avez dit, il y a quand même un parc automobile qui est assez grand. Les projections justement de rétrofit, on imagine quoi ? Écoutez, aujourd'hui, on a fait un petit peu le tour. Alors, de nos membres, il y a aujourd'hui évidemment des gens qui se préparent à faire du rétrofit, qui nous ont pas encore rejoints. D'ailleurs, je leur fais appel et ils peuvent le faire. Mais quand on fait le tour de nos membres, aujourd'hui, on a 17 kits qui sont en cours d'homologation dans la catégorie VP et puis 2 roues. 17 kits sur le VUL et 3-4 sur la partie poids lourd, parce que c'est un peu plus complexe. Et donc, quand on fait des projections à l'horizon 2025, on a à peu près 11 000 VP et 2 roues qui seraient rétrofitables, et puis environ 8 000 VU. Donc c'est un démarrage, parce qu'aujourd'hui... véhicule utilitaire léger. C'est une cible privilégiée du rétrofit, parce qu'on imagine l'artisan commerçant qui a un véhicule utilitaire aménagé, qui demain va pouvoir avoir des difficultés à rentrer en ZFE, de pouvoir électrifier son véhicule existant, c'est une possibilité. Stéphane Dimez, il nous reste une petite minute. Il y a également un plan gouvernemental qui a été annoncé le 26 avril dernier avec un cadre fiscal incitatif. Alors c'est très important ce plan rétrofit. Alors il est encore à construire, on doit travailler justement avec les équipes des différents ministères, mais il y a
là-dessus 3 piliers. Il y a un pilier financement de la filière, parce que vous l'avez compris, on est né il y a 3 ans dans un contexte économique compliqué et il y a beaucoup de projets aujourd'hui qui ont du mal à être financés. Donc il y a un volet financement. Il y a un deuxième volet qui est l'amélioration, la simplification des démarches, notamment autour de l'homologation. On a maintenant bâti un peu d'expérience et on travaille à simplifier le texte et surtout à le rendre plus rapide dans l'exécution. Et le troisième volet, c'est ce que vous disiez, c'est l'incitation à la vente, puisque quand on parle de véhicules électriques, on est sur des produits qui sont encore un petit peu chers parce que pas assez industrialisés, et il faut aider à la vente pour que les clients puissent se permettre de se payer ces conversions. Merci beaucoup Stéphane Ouimez d'avoir été avec nous, coprésident du métier rétrofit de Mobiliance. On reste ensemble dans quelques instants. On en parlait avec Jaguar il y a quelques minutes, les 24 heures du Mans, avec ce livre 24 heures et malheurs du Mans aux éditions du Rocher. Bob Garcia sera avec nous pour nous revenir sur les plus grandes dates de cette épreuve mythique. France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix qui font rouler la France avec Philippe David. On est ensemble jusqu'à 20h et on va revenir sur cette course mythique des 24 heures du Mans les 10 et 11 juin prochains. Comme son nom l'indique, c'est au Mans, bien entendu. Et notre spécialiste, en tout cas notre auteur pour en parler, Bob Garcia, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. En direct depuis le Mans. Bonsoir. 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 Ce livre, 24 heures et malheurs du Mans aux éditions du Rocher. Donc on revient sur les grandes dates et les grands événements des 24 heures du Mans, les bonheurs et les tragédies, parce qu'il y a eu des tragédies aussi aux 24 heures du Mans. Oui, c'est une course qui souffle le chaud et le froid. On peut passer dans la même course de bonheur, de moments quasi d'extase à des drames absolus avec des morts des fois, etc. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ce titre-là. Heures et malheurs, heures, il n'y a pas de T à la fin, il n'y a pas de E non plus, il n'y a pas de faute d'orthographe, mais c'est bien les bonheurs et les malheurs des 24 heures du Mans, effectivement. Bob Garcia, 100 ans après leur création, c'était en 1923, est-ce que c'est encore la course la plus mythique du monde, peut-être avec les 500 miles d'Indianapolis ? Oui, c'est une des trois, on peut dire. Là, il y a les 500 miles d'Indianapolis, il y a évidemment le Grand Prix de Formule 1 de Monaco et les 24 heures du Mans. Les pilotes se bousculent pour continuer à venir courir à cette course-là et puis essayer de décrocher la victoire, bien entendu. Et il y a toujours autant d'engouement, même de plus en plus au niveau du public, au niveau des médias également. Là, cette année, on est à guichet fermé, je veux dire, et on va pratiquement dépasser les 300 000 visiteurs, 300 000 spectateurs, ce qui est énorme. Et puis les 24 heures du Mans, c'est aussi un théâtre d'innovation. On en parlait avec Jaguar sur les freins à disque, les jantes, l'aérodynamisme, ça change. Enfin, quand on regarde depuis 100 ans tout ce qui s'est passé, c'est quand même assez énorme. Oui, c'est incroyable et ça reste un laboratoire. Ça a été voulu au départ comme un laboratoire en 1923. On veut faire une course d'endurance pour tester les voitures de Monsieur Tout-le-Monde et puis montrer que finalement elles sont vraiment très fiables, qu'elles peuvent tenir la route, c'est le cas de le dire, pendant 24 heures d'affilée. Et le but, la première édition en 1923, c'était de tester aussi les phares. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une partie de nuit, pas trop longue quand même, parce qu'il y avait des risques à l'époque. Donc on a pris une date qui n'était pas très éloignée du solstice d'été. Et donc on est resté sur cette même tendance, sur cette même éthique, idée de départ, à savoir tester des nouvelles technologies, tester de nouvelles choses et puis montrer que sur la durée, elle tenait la route. Vous parlez des heures et des malheurs du Mans, les plus grandes écuries ont gagné parmi les plus grands pilotes, mais certains n'ont jamais fait le Mans. Est-ce qu'une carrière de pilote peut être totalement achevée si on n'a pas fait les 24 heures du Mans ? Ah oui, quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de pilotes. C'est quand même bien de faire un passage, quand même. Ouais, ceux qui peuvent, évidemment, ils seront ravis. Cette année, je l'ai sous les yeux, c'est 186 pilotes. Mais vous vous rendez compte, 186 pilotes sur le nombre de milliers de pilotes qui existent, c'est vraiment quelques rares élus. Il faut qu'ils soient aussi au bon moment, dans les bonnes écuries. Et voilà. Non, on peut très bien faire une superbe carrière de pilote sans faire les 24 heures du Mans, même si c'est un des Graals. On parle de malheur, puisque c'est dans votre titre, avec cette journée du 11 juin 1955 et pour Mercedes, on rappelle, pour ceux qui ne savaient pas, 92 morts, 92 personnes ont perdu la vie et 120 blessés. C'est un drame absolu, marqué au fer rouge en fait.
Oui, et c'est un drame qui est écrit en même temps, parce que les bolides la puissance des voitures a évolué plus vite que la sécurité des circuits. Même si d'année en année, la CO faisait un effort pour essayer de rehausser des virages, essayer de mettre des barrières, essayer d'agrandir certains passages de la piste, etc., il restait quand même des zones extrêmement étroites où les voitures arrivaient et déboulaient à des vitesses phénoménales pour l'époque, et avec très très peu d'espace pour doubler. Donc c'était un drame qui était presque écrit, à savoir d'ailleurs que certains pilotes étaient allés voir la direction de course pour leur dire, et même directeur d'écurie, Mercedes en l'occurrence, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on peut faire cette course-là tellement c'est dangereux? Et là, le directeur de course leur dit, écoutez, là, c'est pas 1 heure avant la course qu'on peut changer quoi que ce soit. Donc ils avaient quand même tous conscience de ce danger en 1955, et il y avait eu quelques accidents qui se sont produits pendant les essais, juste avant la course, et qui laissaient prévoir qu'on pouvait éventuellement avoir un drame, mais certainement pas de cette ampleur. On n'imaginait pas qu'une voiture allait décoller et arriver dans les tribunes. On fait d'ailleurs le lien avec Ayrton Senna et Ratzenberger, ces pilotes qui s'étaient sur le circuit en disant on ne peut pas rouler, c'est dramatique. Donc, comme quoi il faut vraiment écouter les pilotes. Merci beaucoup Bob Garcia d'avoir été avec nous. Ça s'appelle 24 heures et malheur du Mans aux éditions du Rocher. Allez, lisez-le parce que c'est vrai que c'est passionnant, c'est plein d'histoires, c'est nourri c'est l'histoire en fait de la course automobile, et on rappelle les 24 heures du Mans le 10 et 11 juin prochain. Merci 1000 fois d'avoir été avec nous, et on revient, on fait une petite pause, on revient dans un instant, à tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix qui font rouler la France, dernière partie, se déplacer est essentiel, surtout en zone rurale où il y a peu ou pas de transport du tout, et une initiative visant à aider les foyers monoparentaux, qui sont souvent parmi les plus précaire, a été prise à l'initiative de ma co-animatrice Cécile de Ménibus et de 3 entreprises qui sont parmi nous. Nous sommes en effet en compagnie de Christophe Michaeli, directeur de marché mobilité chez BNP Paribas Personal Finance France, c'est bien prononcé, ça va? C'est parfait. Bienvenue sur Sud Radio, il faut mélanger le français et l'anglais. Christophe Cyril du groupe 1807 Mobility, bonsoir. Bonsoir. Et Jérôme Loubert de Flexfuel Développement, bonsoir. Bonsoir. Alors, cette initiative, on en parle dans le Parisien aujourd'hui d'ailleurs, consiste à permettre à un foyer monoparental de pouvoir louer avec option d'achat un véhicule propre à partir de 150 € par mois sur une durée de 10 ans, contre un prix situé entre 3 et 400 € par mois sur 36 ou 48 mois. Comment faites-vous, Christophe Michaeli? Déjà, on s'intéresse aux besoins de ces clients qui sont des clients à part entière, qui ont des besoins qui sont spécifiques. Les familles monoparentales, comme vous le soulignez, sont sous la pression du pouvoir d'achat. Oui. L'inflation les touche de plein fouet, et néanmoins ils ont des besoins de mobilité qui sont forts, puisqu'ils ont besoin d'accompagner les enfants à l'école, au sport, et donc la voiture, c'est pas un luxe, c'est une absolue nécessité. Et on fait peser sur ces ménages une forte pression, notamment sur la transition écologique, puisque avec la mise en œuvre des ZFE notamment, on va leur demander de changer de voiture. Et si on n'accompagne pas ces ménages dans une démarche solidaire, alors on n'a pas de solution pour ces ménages, on les exclut de la mobilité. Et pour nous, c'est un risque qu'on ne peut pas courir, qui est un risque sociétal d'ailleurs que nous n'acceptons pas. On a entendu le financier, on va parler de la voiture. Christophe Cyril, comment est-ce que vous faites ? Écoutez, nous, ce qu'on fait, c'est que, comme disait Christophe Michaeli, on écoute les besoins des consommateurs. Donc, on a identifié un certain nombre de véhicules propres, que ce soit un véhicule électrique, un véhicule hybride, un véhicule sur lequel on monte des boîtiers Flexfuel, donc qui sont des boîtiers bioéthanol. Et ces véhicules-là, ça peut être du véhicule urbain, ça peut être du véhicule familial. On doit, dans tous les cas, trouver le véhicule qui correspond aux besoins de ces familles monoparentales. Et à partir de là, on va utiliser le projet, enfin le financement proposé par BNP Paribas pour trouver et répondre parfaitement aux besoins de toutes ces familles qui travaillent, qui doivent rouler avec des voitures qui sont sécurisées. Que je crois qu'il y a un vrai souci aujourd'hui avec des voitures qui sont quelquefois dangereuses. Donc on leur permet, grâce à ces durées allongées, de pouvoir avoir des véhicules qui limitent les risques routiers, et puis surtout qu'ils puissent aller travailler, parce qu'il y a quand même 80% des environnements où les gens ne peuvent pas passer par du transport public traditionnel, et du coup doivent utiliser la voiture. Donc
c'est un vrai souci, un vrai sujet sociétal et on doit, nous, de notre côté, trouver une solution et c'est ce qu'on essaye de faire sur l'initiative de Cécile des Minibus. Alors, Jérôme Loubert, vous avez mis la main à la pâte, on va dire ça comme ça, en proposant un équipement Flex Fuel. Vous êtes le 3e maillon de la chaîne, le 4e avec Cécile. Expliquez-nous. Alors écoutez, la démarche a été relativement naturelle pour nous, puisque en effet, on est le 4e maillon de la chaîne et un petit peu le bout de chaîne, l'équipement du véhicule, qui permet de rendre l'intégralité de l'offre écologique, et donc de s'inscrire parfaitement dans les besoins liés aux ZFE, par exemple. Quand je dis rendre l'intégralité de l'offre écologique, c'est de rendre un véhicule hybride essence, hybride éthanol, le 85. Oui. Ou un véhicule essence tout simplement, et le convertir à l'E85, l'essence étant aux alentours des 2 € en ce moment, l'éthanol autour d'1 € en ce moment. On permet de réduire la facture de 40% sur l'année, près de 500-600 € pour certains de ces foyers monoparentaux, donc c'est pas négligeable sur leur budget à l'année. Et puis, comme le disait Christophe à l'instant, il y a un véritable enjeu de solidarité et plus généralement de sécurité routière. Avoir un véhicule plus récent, c'est permettre de rentrer dans les ZFE, mais c'est surtout pouvoir rouler en toute sécurité avec les enfants, aller au travail, aller chercher les enfants, les emmener aux activités, etc. Justement, Christophe Michaeli, à ce prix-là, on peut avoir un véhicule critère 0 ou 1, c'est quand même génial. Mais absolument, parce que, encore une fois, on est sur une démarche solidaire où tout le monde a fait des efforts pour trouver la bonne solution pour ces ménages qui, encore une fois, de toute façon, sont très contraints sur le plan budgétaire. Ah oui, c'est clair. Donc, ça sert à rien d'aller expliquer à ces ménages-là qui vont devoir dépenser 400 ou 500 € pour acheter une voiture neuve qui soit neuve, certes, mais hybride ou électrique. Ils n'en ont absolument pas les moyens. Encore une fois, leur préoccupation, c'est pas la fin du monde écologique tel qu'on peut le présenter aujourd'hui, c'est la fin de mois. Et la fin de mois, comme disait Coluche, elle démarre le 2 ou le 3. Oui, c'est ça. Donc il faut vraiment se préoccuper de ces ménages qui ont des budgets, encore une fois, qui sont contraints. Et nous, on est ravis de pouvoir les accompagner avec cette solution budgétaire adaptée. Alors Christophe, Cyril, quel type de véhicule critère 0 ou 1 peut-on espérer avoir pour un loyer de 150 € par mois, ce qui est, il faut le dire, quand même extrêmement bas? Alors bon, effectivement, les 150 €, c'est un premier prix. Hein. Oui. Tout d'abord, ce qui est important, c'est que les gens, encore une fois, doivent avoir la voiture qui correspond à leurs besoins. D'accord ? Parce qu'une voiture familiale, c'est pas la même chose qu'une voiture urbaine. Donc là, pour répondre à votre question précisément, sur un petit véhicule urbain qu'on équipe avec un boîtier bioéthanol, on peut prendre un petit exemple d'une Citroën C1, quelque chose comme ça, on va être effectivement dans les 150 € par mois, sur 120 mois, donc sur 10 ans, qui globalement correspond à ce que les gens gardent leur voiture aujourd'hui au niveau de ces familles, sauf que la voiture, du coup, aura 30-35 000 km, donc peu de kilomètres, qu'elle sera garantie pendant 10 ans, qu'elle sera entretenue pendant 10 ans, donc tout est compris, donc les gens véritablement savent exactement ce que ça va leur coûter, et qu'en termes de sécurité routière, ils auront un véhicule qui sera parfaitement en état, et du coup, entre guillemets, en termes de risque d'utilisation, les soucis sont totalement limités, mais vraiment totalement limités. Donc là, vous êtes sur les bases de 150 € par mois. Justement, on l'a rappelé, même à ce prix-là, on a l'entretien inclus. Ouais, ça c'est un point important. Oui, parce que l'entretien, ça coûte cher en général. Évidemment. C'est comme une vraie LOA, quoi, où on dit on fait tant de kilomètres pour 3 ans, 4 ans, 5 ans, peu importe, on a l'entretien inclus, on nous change tout, etc. Il faut pas qu'on trouve une solution qui soit bancale pour ces ménages. Encore une fois, il faut leur trouver une vraie solution, et la vraie solution, c'est d'assurer leur mobilité pendant 10 ans. Et pour assurer la mobilité pendant 10 ans, il faut aussi lisser l'impact du coût de l'entretien, qui a un coût réel. Et donc, pour les 150 € dont parle Christophe, effectivement, on a le coût de l'entretien qui est couvert. Et tous les véhicules sont transformés. Oui, allez-y, Christophe. Oui, et je précise qu'en plus de cela, les personnes qui ont aujourd'hui un véhicule actuellement, on va leur reprendre leur véhicule, donc on va leur racheter. D'accord. Oui. Ce qui peut leur permettre d'ailleurs, du coup, puisque nous, dans le financement qu'on a prévu, on est parti sur un financement sans apport. Donc, du coup, on peut leur créer en plus un peu de pouvoir d'achat avec le rachat de la voiture qu'ils ont actuellement. Jérôme Loubert, tous les véhicules sont transformés en Flex Fuel, c'est bien ça, pour baisser drastiquement le prix à la pompe. Et quand on passe à la pompe, c'est vrai que c'est assez douloureux ces derniers temps.
Oui, alors tous les véhicules sont aujourd'hui sur des types d'injection compatibles. Depuis 2001, de toute façon, l'intégralité des motorisations sont homologables et 95% d'entre elles sont compatibles. Donc que ce soit des véhicules essence, tout simplement, récents ou moins récents pour d'autres, mais en tout cas également les véhicules hybrides essence, que ce soit hybride rechargeable ou hybride micro-hybride, sont compatibles avec la conversion éthanol, et on va optimiser le budget carburant de 40%. En ce moment, c'est le chiffre. L'année dernière, on était à 60%, c'était miraculeux, mais 40%, encore une fois, c'est extrêmement conséquent. Oui. Et parlons de l'écologie, évidemment, c'est 90% d'émissions de particules en moins. La santé et la qualité de l'air nous concernent tous. Et puis 70% de CO2 en moins, et tout ce qui est monoxyde, dioxyde d'azote, tout ce qui concerne en fait les ZFE sont réduits grâce à un boîtier de conversion éthanol FlexFuel. Sans oublier que l'éthanol, ça fait travailler nos agriculteurs, et ça n'a pas fait des milliers de kilomètres sur un pétrolier qui consomme pas 5 litres au 100 comme une Citroën C1. Je cite le modèle que citait Christophe Cyril. Christophe Michaeli, est-ce qu'il y a des limites de kilométrage? Parce que sur 10 ans, c'est quand même une longue durée. Et que devient le véhicule en fin de contrat? Alors, c'est un point extrêmement important. C'est pour ça que je pose la question. Je vous remercie. Puisque, en fait, on s'est attaché à ce que les clients qui vont souscrire cette offre, en fait, puissent devenir propriétaires de leur véhicule. C'est un point important. L'idée, c'est pas de leur dire, vous allez vous habituer à payer 150 € par an et par mois et vous n'aurez plus rien à l'arrivée. À la fin du contrat, vous devenez propriétaire de votre véhicule. Ce qui est souvent leur cas aujourd'hui. Ils ont un petit Scénic diesel dont ils sont propriétaires, qui a 10 ou 15 ans et qui fait parfaitement le job. Donc c'est un point important. Après, sur la partie du kilométrage, on s'adapte en fait aux besoins, comme le disait Christophe Cyril, on s'adapte aux besoins du client. C'est-à-dire que le client qui a besoin de faire 10 000 km par an, alors on va lui faire un contrat de 10 000 km par an multiplié par 120 mois. Donc voilà comment ça fonctionne. Celui qui a besoin de faire 5 000 ou 8 000 km par an paiera moins cher. Celui qui a besoin de faire 15 000... Exactement, comme 15 000 ou 20 000. Et donc, ce sont des clients à part entière. Voilà, il faut qu'on soit dans une démarche solidaire, qu'on les accompagne, qu'on les conseille et qu'on leur trouve la meilleure solution. Et comment est-ce qu'on peut profiter de cette offre ? C'est simple, on se rapproche de Cyril et de ses équipes, et l'offre est aujourd'hui est déjà disponible. On a fait un pilote, Cyril peut vous en parler plus largement. Expliquez-nous, Cyril, comment ça se passe? Alors donc de façon très simple, il suffit d'appeler nos équipes en allant sur le site internet 1807, c'est le groupe 1807. Donc on est représentant d'un certain nombre de marques, par exemple sur les voitures neuves, la marque Opel, la marque Fiat, la marque Kia, la marque Ford, et puis on a l'ensemble des marques sur les véhicules d'occasion, puisque ces offres-là, on peut en faire bénéficier sur du neuf comme sur du véhicule d'occasion. Dans tous les cas, nous on fait une offre dans la mesure du possible si le véhicule n'est pas un véhicule électrique ou un véhicule hybride, avec des kits FlexFuel bioéthanol, pour vraiment être en phase avec ce qu'on se dit, cette notion d'éco-responsabilité, puisque l'objectif c'est de donner accès et d'ouvrir l'accès à des véhicules propres, alors qu'ils de façon traditionnelle, ça serait compliqué pour eux par rapport au pouvoir d'achat que ça représente, mais en tout cas, c'est ouvert à tout le monde, et ils vont sur le groupe 1807 sur ces marques-là, et on est en capacité de leur faire des propositions en fonction de leur choix. On est véritablement dans un enjeu de solidarité, on veut que personne reste au bord de la route, donc tout sera fait pour faire en sorte de répondre à leurs attentes et leurs besoins. On se met en contact avec 1807 et ensuite c'est vous qui gérez, Christophe Michaeli. Alors c'est nous qui allons gérer avec les équipes de Cyril, c'est complètement fluide et transparent pour les clients, tout est prévu, nos équipes sont mobilisées et on est prêt à accepter ces profils qui sont particuliers, et comme le disait Christophe, si on fait rien, ils vont rester sur le bord de la route. Et on peut passer, l'expression est bien choisie, et on peut passer par FlexFuel, je vais y arriver également, Jérôme Loubert. Également, évidemment, cette opération sera reliée sur nos différents sites et plateformes. Et je précise bien entendu que dans ce contexte, malgré la tarification inchangée
pour le boîtier. C'est une prestation tout compris, c'est-à-dire que le boîtier, bien évidemment homologué, installé, formalité administrative pour pouvoir modifier la carte grise bien souvent dans un certain nombre de régions gratuites, dans un certain nombre de régions également on peut profiter de subventions et donc là encore récupérer une petite base de pouvoir d'achat, et puis une offre de tout compris avec de la garantie qui permet tous les 12 mois en cas de respect du plan d'entretien de maintenir la garantie du véhicule intégrée dans le prix. Et pas besoin d'avoir un compte chez BNP Paribas ni d'apport. Pas du tout. Nous, on accueille tous les clients sans ségrégation, absolument. Eh ben écoutez, c'est parfait. Bravo à tous les quatre. Bravo Christophe Michaeli, bravo Christophe Cyril et Jérôme Loubert, directeur du marché mobilité BNP Paribas Personal Finance France, patron du groupe 1807 Mobility, et Jérôme Loubert de FlexFuel Développement. Bravo à Cécile de Ménibus également. Absolument. On se retrouve demain avec Cécile, 17h pour les vraies voix. Tout de suite, on va parler de votre argent, conseil de famille avec Stéphane Moller. Et ensuite, dans le Loft Music, notre ami Yvan Cujoux reçoit Mr. Matt.